Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Les 15 et 22 mars prochains, 1534 communes du Nord et du Pas-de-Calais appellent leurs électeurs aux urnes pour les municipales, l'un des scrutins préférés des Français. Mais dans un contexte national de défiance vis-à-vis de la politique, la participation sera-t-elle encore au rendez-vous ? Quels seront les points chauds à surveiller ? Quels sont les enjeux pour les différents partis ? Quelles conséquences ces élections auront sur les grandes intercommunalités de la région ? On en parle avec des spécialistes de la question. Pierre Mathieu, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques. Première question qui se pose, peut-on s'attendre à retrouver les taux de participation de 2014 pour ces municipales ? Si on considère que 2020 était une élection un peu particulière du fait de la Covid, c'est une grande question. On ne sait pas vraiment. Effectivement, déjà, si on retrouvait 2014 par rapport à 2020, ce serait une bonne nouvelle par rapport à la forte abstention de 2020. Mais déjà en 2014, il faut rappeler, en tout cas dans les grandes villes, que l'abstention était déjà relativement élevée. Donc ça serait une bonne nouvelle, mais à relativiser dans une époque où l'abstention a augmenté, y compris au municipal. Bonjour Rémi Lefebvre, vous êtes également professeur de sciences politiques. Quelles conséquences la politique nationale peut-elle avoir sur la participation ? Sur la participation, alors sur les élections, déjà, je pense qu'il y aura une influence, puisqu'on sera à 1 an de l'élection présidentielle, ce qui est une configuration assez rare. Ça fait penser à 2001 par rapport au présidentiel de 2002. Donc ça peut susciter de l'intérêt, mais il y a aussi une saturation aussi autour des questions géopolitiques, autour des questions du budget, etc. Donc est-ce que cette nationalisation va amener les électeurs à plus voter ou pas ? C'est pas sûr. En tout cas, ça risque de mobiliser des électorats comme l'électorat d'extrême droite ou l'électorat de la France insoumise qui nationalise et qui politise ces élections. Donc ça peut amener peut-être un gain de participation. Bonjour Sébastien Leroy, vous êtes journaliste à La Voix du Nord, spécialiste de la politique régionale. Comment vous sentez cette campagne ? Est-ce qu'elle va être mobilisatrice chez les jeunes notamment ? Alors, pour l'instant, la campagne, elle n'a pas vraiment démarré. On est dans une période en janvier qui est encore un peu intermédiaire. Là, ce qui se passe dans les communes, c'est plutôt les cérémonies des vœux, d'ailleurs, qui peuvent être l'opportunité pour certains de se déclarer, même si ils ne sont pas supposés tout à fait le faire, mais certains le font malgré tout. Donc la campagne, elle n'est pas encore... Nous, on perçoit une forme encore un peu d'attentisme dans la population. C'est vrai que le débat, il a été assez polarisé ces dernières semaines par l'actualité nationale et internationale. Et donc, les électeurs, ils ne sont pas encore tout à fait projetés dans les municipales. Les candidats eux-mêmes ne sont pas tous connus. L'offre politique n'est pas stabilisée. Donc, je pense que ça va commencer là, à se mettre tout doucement en route à partir de la dernière semaine de janvier, début février. Parce qu'après, il y aura les vacances de février. Donc, les gens vont commencer à faire une première salve, finalement, les candidats d'une première salve d'information en première quinzaine de février. Et puis après, le dur, ce sera les 15 derniers jours. Charles-Olivier Bourgeault, bonjour. Vous êtes journaliste à La Voix du Nord, édition métropole lilloise. Roubaix est l'une des villes les plus abstentionnistes de France. 77% d'abstention en 2020 au premier tour des municipales, 62% en 2014. Faut-il s'attendre à une plus grande mobilisation cette fois, sachant que le maire a été empêché par la justice de se représenter ? C'est à nouveau un des grands enjeux de la campagne à Roubaix, parce que les quartiers populaires votent très très peu, et ça représente quand même une grande partie de la ville. Et avec la candidature de David Guiraud, qui est une figure de la France insoumise, qui est député du coup, se pose la question, plus le taux d'abstention sera élevé, et moins il aura de chances d'être élu. Et à l'inverse, si ça vote beaucoup dans les quartiers, ça va plutôt voter LFI. La condamnation de Guillaume Delbarre, ça change quelque chose ? Ça a changé de maire déjà. C'est son adjoint en charge de la voirie, Alexandre Garcin, qui est un ancien macroniste qui est devenu maire, qui faisait partie de sa majorité depuis 2014, et qui est sensible aux questions écologistes et qui est a priori plus compatible avec l'autre candidat qui est Karim Amrouni de Divers Gauche. À suivre. Alors on parle souvent des difficultés du maire au quotidien. Est-ce qu'il y aura moins de candidats d'après vos analyses, Pierre Mathieu ? Alors d'abord, vous avez rappelé qu'il y avait 1500 et quelques communes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Il ne faut quand même pas oublier, et là on parle de Roubaix, c'est que la plupart des communes sont de toutes petites communes. Et d'ailleurs, le Pas-de-Calais, celui où il y a le plus de communes. Absolument, en France. Et ces petites communes, elles vont être impactées probablement par la nouvelle problématique de l'évolution législative qui fait que maintenant il faut une parité, ou à peu près une parité homme-femme. C'est un chiffre impair, donc c'est un peu compliqué. Mais ça peut avoir des conséquences sur les capacités dans les villes à faire des listes. Il n'y a plus de panachage, donc ça peut avoir des effets dans les petites communes, dans lesquelles, en général, la participation est plus forte parce qu'on continue à aller voter, parce que
c'est mal vu de ne pas voter dans les petites communes. Dans les plus grandes communes, ça dépend vraiment des configurations. Hein. Il y a des communes dans lesquelles on va avoir beaucoup de listes. Si on prend la MEL, Roubaix, mais Villeneuve d'Ascq, par exemple, hein, semble-t-il beaucoup de listes, parce qu'il faut aller au bout de la capacité à faire des listes. Il y a d'autres communes dans le bassin minier où ça va être un duel au premier tour. Donc ça dépend quand même des configurations locales. Je ne pense pas qu'on aura moins de listes que la dernière fois. C'est assez stable. Et pas de commune sans liste et sans candidat, à votre connaissance? Ça, on le saura au dernier moment, quand la campagne sera officiellement ouverte. Et la difficulté, en tout cas, de ces listes paritaires dans les petites communes, est-ce que ça peut créer... Il y a des risques, ou alors des risques qui peuvent arriver, que le préfet refuse une liste parce qu'elle ne serait pas assez féminine. On peut avoir des tentatives, entre guillemets, de coups de force de maire, disant j'arrive pas à trouver, entre guillemets, de femmes pour faire ma liste, et donc je dépose quand même une liste à la préfecture que le préfet rejette car elle n'est pas paritaire. Rémi Lefebvre, on peut s'attendre à des quadrangulaires? On sait que ça dépend aussi de la participation, mais est-ce qu'il peut y avoir des configurations Alors, en général, quand même, les élections municipales sont faiblement concurrentielles. C'est-à-dire que globalement, je crois qu'en France, en 2020, il y a eu 35% des communes où il n'y avait qu'une seule liste. Donc globalement, les élections ne sont pas forcément très disputées, elles le sont beaucoup plus plus le niveau, la taille de la ville augmente. Voilà. Donc je pense que des quadrangulaires, pourquoi pas, par exemple, à Lille, c'est pas une option qui est totalement impossible, mais ça sera quand même très très rare dans des petites communes où en général il y a une prime au sortant qui est considérable. Il faut quand même rappeler qu'à l'échelle nationale, en 2020, 80% des maires sortants ont été réélus. Hein, donc, année particulière aussi avec le alors, Covid. année particulière, et cette année, je pense qu'il y aura un peu plus de dégagisme. On aura plus de... il y a aussi très clairement des partis politiques comme le RN ou LFI qui présentent plus de candidats, hein, très, très clairement. Donc on va avoir sans doute des élections plus disputées, mais il faut quand même rappeler qu'en général, les élections municipales sont marquées par une forte stabilité. Sébastien Leroy, vague de dégagisme ou pas? Comment vous voyez les choses? C'est encore difficile à dire. Ce qui est sûr, déjà, ce qu'on peut dire à date, c'est que beaucoup de sortants se représentent. Contrairement à ce qu'on peut penser, justement, à chaque élection municipale, on nous dit il va y avoir des gens qui vont lâcher des crises d'évocation, et ça n'arrive jamais. Et on commence déjà à s'apercevoir que ça n'est pas le cas. Beaucoup de sortants se représentent. Donc il y a une volonté des sortants de se représenter. Même si certains, dans certains cas, dans certaines communes de France, il y a des pages qui se tournent. Ce qui ouvre là pour le coup le jeu concurrentiel, et des grandes villes. Roubaix, où effectivement vous l'avez rappelé, le maire est empêché par la justice. Villeneuve d'Ascq, qui est aussi une grande commune de la région. Lille, ça a déjà été initié depuis un an. Donc Liévin, c'est le dernier fait de campagne le plus récent, où le maire Laurent Duporge a déclaré lors de ses vœux justement qu'il ne se représentait pas, ce qui est un coup de théâtre là-bas, laissant la place au sénateur Jérôme Darras. Jérôme Darras, qui est une figure locale bien connue, un cadre du Parti socialiste à Liévin. Donc dégagisme, je ne suis pas certain, mais le jeu est parfois un peu plus ouvert cette année qu'en 2020, j'ai l'impression. Et est-ce que la politique nationale, cette cacophonie autour du budget, ça va jouer d'après vous, Pierre Mathieu? D'abord, je me permets un truc un peu pédagogique, c'est de rappeler que au deuxième tour, pour se maintenir, parce qu'on a parlé quadrangulaire sans dire, il faut avoir fait 10% des gens qui ont voté, pas des exprimés, des gens qui ont voté. Donc là, et 5% pour fusionner. Et 5% pour fusionner. Donc je fais juste une insiste pour dire qu'il n'est pas impossible que dans certaines communes, la liste insoumise se maintienne en ayant fait 10%. Ne serait-ce que pour avoir des élus durant la mandature suivante, pour exister et se positionner dans le jeu politique. Donc il y a des possibilités triangulaires de cette nature-là. Mais juste ce rappel-là. Mais pas quadrangulaire. Si le RN est en mesure de se maintient également, on peut avoir ça, notamment à Lille, on peut faire l'hypothèse. Dans des villes où la gauche est éclatée, plus le RN, ça peut être... Tout à fait. Sur le budget, cette politique nationale, cette cacophonie... Rémi Lefebvre l'a dit tout à l'heure, il y a toujours il y a toujours un impact dans les élections municipales, notamment dans les grandes villes, il y a toujours un impact de ce qui se passe au national sur les enjeux locaux. Le budget, ça peut avoir des conséquences négatives sur les représentants des forces qui sont actuellement au pouvoir, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop, puisque les maires font campagne, les maires sortants, qui sont plutôt du bloc central, ne font pas campagne. Déjà, les gens du RN ne font pas campagne sur les... Il n'y a plus d'étiquettes sur les affiches. Oui, il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas nécessairement capables de dire « mon maire est lié à telle formation à cause de laquelle on ne vote pas le budget ». Sauf dans les grandes villes. Sauf dans les très grandes villes, bien entendu. Et dissolution, est-ce un scénario crédible? Est-ce que vous pensez que les législatives, en même temps que les municipales, c'est crédible? C'est une possibilité? Non, je pense que ça a été agité de la même manière que la menace des ordonnances. Le Premier ministre agite cela pour pouvoir légitimer qu'au final, il fera le 49.3, alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas. Voilà.
Donc on n'y croit pas. Avant de continuer, je vous propose d'écouter des électeurs rencontrés à Lille, mais qui n'y votent pas forcément, pour savoir ce qui les intéresse dans cette campagne et comment ils feront leur choix. Ce qui est important, c'est la sécurité. La sécurité pour sortir tranquillement. Sécurité, c'est un sujet très important. Je pense que c'est les thématiques qu'on trouve au niveau national quand même. Les problèmes de sécurité, ça va sans dire. Après, aussi l'art de vivre, la manière de vivre, que la ville soit agréable, belle. La santé, parce que c'est vrai que ça a tendance à être un peu un désert médical. Et aussi l'environnement. Tout ce qui est logement social. Voilà. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir accéder à un logement social, parce que la difficulté d'accéder à des logements actuellement en location, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est beaucoup pour les jeunes du coup. Qu'est-ce qui va être fait pour les jeunes ? Et est-ce que vous allez voter ? Oui, bien sûr, c'est tellement primordial, mais pour qui pour l'instant c'est tellement abstrait pour moi que voilà. J'ai prévu de voter, mais actuellement, j'attends vraiment d'avoir les documents pour pouvoir m'y intéresser. Pour moi, c'est déjà clair. Mes candidats, on va dire. Oui, ça fait très longtemps que mon choix doit être à peu près fait, quoi. C'est assez restreint où j'habite. J'y réfléchis, ouais. Je partage avec mes enfants d'ailleurs, actuellement, voilà, qui sont au collège et qui commencent à s'interroger. Alors, quels seront les thèmes de campagne ? On vient de l'entendre, on parle beaucoup de sécurité. C'est confirmé par un sondage de la Tribune dimanche. La première préoccupation des Français, c'est la sécurité. Comment on l'explique ? Les gens ont besoin de sécurité. C'est particulièrement vrai dans la métropole lilloise. Vous le ressentez Dans la métropole lilloise, non, on ne le ressent pas trop. Après, il y a eu quand même beaucoup de vidéosurveillance qui s'est développée là, pendant tout ce mandat un peu partout, y compris à Lille, où la mairie a longtemps été contre. On voit à l'homme, on voit dans beaucoup de communes socialistes qui se sont aussi converties à la vidéosurveillance. On voit qu'à Roubaix, ils ont développé énormément de vidéosurveillance un peu partout. C'était l'un des grands thèmes de campagne de 2020, et ça le sera encore cette fois-ci. Pierre Mathiot, c'est le thème de campagne encore cette année, la sécurité ? Les thèmes de campagne, ils sont un peu inventés par les acteurs politiques. Donc certains partis politiques parlent beaucoup de sécurité. Donc les habitants qui regardent certaines chaînes de télévision disent que c'est la sécurité le problème. C'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est souvent des attentes de politique municipale qui ne correspondent pas nécessairement à des compétences municipales. La sécurité, évidemment, on vient de parler des caméras, de la police municipale. Il y a des enjeux autour maintenant de la généralisation des armes létales pour la police municipale, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Donc oui, il y a une espèce d'évolution. Mais souvent, ça montre quand même que les citoyens n'ont pas nécessairement un niveau de compétence politique énorme, c'est qu'ils sont en attente de politique municipale qui ne correspondent pas nécessairement à des compétences municipales. Le problème, c'est que souvent aussi les élus eux-mêmes développent. Aujourd'hui, les maires parlent beaucoup de sécurité eux-mêmes. Et donc se sont saisis de cette thématique, alors qu'il faut le rappeler, c'est une prérogative essentiellement de l'État. Bon, il y a des polices municipales, mais donc c'est d'ailleurs assez risqué pour des maires finalement de parler de sécurité, parce qu'ils définissent un peu l'agenda politique, et cet agenda-là, ils n'ont pas forcément beaucoup de prise. Aujourd'hui, le pouvoir municipal, à part la vidéosurveillance, d'ailleurs dont les effets sont très très controversés, c'est parce que c'est vraiment efficace, c'est pas sûr. Donc voilà, il y a aussi la problématique du commerce, ce qui est une problématique aussi importante, qui peut paraître un peu ça qui montre. Aujourd'hui, les centres-villes qui ferment leur commerce un peu partout, et ça, c'est d'après le sondage Elab pour la tribune dimanche, la deuxième thématique, c'est la dette de la commune. Oui, alors je pense que là, il y a un effet. Je pense que c'est un effet thématique national qui percole au niveau local, qui redescend au niveau local. L'espace médiatique, l'agenda est complètement saturé de débats budgétaires au niveau national. C'est aussi que la fiscalité augmente. La fiscalité, voilà, probablement la question fiscale est dans toutes les têtes là en ce moment. Donc probablement ça relève un peu le niveau d'attente sur le sujet finances publiques, qui est clairement pas habituellement un sujet qui est en haut de la liste des attentes des électeurs. Néanmoins, c'est pas un petit sujet, parce qu'aujourd'hui, les communes n'ont plus beaucoup d'autonomie fiscale. Elles disposent de la taxe foncière dont l'assiette repose seulement sur les propriétaires. Il n'y a plus d'impôt universel au niveau de la commune, c'est-à-dire que tout le monde ne paye pas d'impôt dans la commune, d'impôt local, je veux dire. Et donc ça peut être un débat de campagne. Est-ce qu'il faut remettre un peu d'imposition locale, quoi ? Alors Pierre Mathiot, quels seront les enjeux finalement pour les différents partis pour ces municipales ?
On va dire que si on prend les deux, enfin la France Insoumise et le Rassemblement National, c'est d'exister plus au niveau municipal, parce qu'il y a quand même un paradoxe, surtout pour le RN, mais aussi pour la France Insoumise, d'une puissance nationale qui est assez évidente, mais qui ne se traduit pas localement. Je rappelle que si on prend LFI, la ville la plus importante en France dirigée par LFI, c'est Fâche-Tuménil, qui n'a que 19 000 habitants, alors que Jean-Luc Mélenchon avait fait 19% des élections aux élections présidentielles. Et si on prend le Rassemblement National, c'est encore plus marquant, puisqu'ils n'ont pratiquement pas de commune en France, alors qu'ils représentent énormément. Donc pour eux, c'est ça, c'est se mettre à exister localement. Pour les autres partis, c'est résister, parce que finalement, les socialistes, les écologistes depuis 2020, qui dirigent quand même de grandes villes, les républicains, continuent à avoir une emprise locale qui est paradoxale, entre guillemets, par rapport à leur score national. Donc pour eux, il y a I will survive, hein, c'est-à-dire que je veux continuer à avoir des voix, et peut-être aussi, si on prend les socialistes, vérifier, valider la stratégie qu'il a leur depuis 1 an ou 1 an et demi. C'est-à-dire, en gros, on est dans l'opposition, mais on ne censure pas le gouvernement. Quelles conséquences ça peut avoir localement, avec, pour certains maires, le risque de, si la campagne est nationalisée, que certains partis disent vous êtes socialiste, mais en fait vous avez voté avec le gouvernement, et qu'il y ait un vote contre des maires sortants à cause de cela. Mais j'y crois pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un problème d'ancrage local aussi pour certains candidats ? Oui, il y a un problème d'ancrage local, mais si on prend par exemple le Rassemblement National, c'était un vrai problème avant, parce qu'ils n'avaient pas de notables, entre guillemets. Maintenant, le fait que si on prend notamment le bassin minier, ils sont plus présents localement. Donc cette question de l'ancrage local est probablement moins importante qu'avant, je pense. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de députés qui sont candidats aux élections municipales. Oui. Donc ça, c'est quand même un phénomène très très net. Hein. On le voit à la France Insoumise, on le voit au RN. On le voit aussi, peut-être pas ici vraiment dans la région, parce qu'il n'y a plus vraiment de députés de gauche, il n'y en a plus beaucoup. Mais ça, c'est très important, c'est parce que ces députés, justement, cherchent l'ancrage local. Et comme en plus, l'Assemblée est un petit peu démonétisée, ils sont parfois plus intéressés par des mandats locaux que par leur mandat parlementaire. Hugo Bernalicis à Villeneuve-d'Ascq, David Guiraud à Roubaix. Donc, du coup, l'ancrage local, il faut aussi dire que l'ancrage local, globalement, des maires dans les grandes villes baisse, en fait. Moi, je suis frappé, par exemple, d'observer que le taux de notoriété des maires a beaucoup chuté. On ne connaît plus forcément son maire parce qu'il y a moins de grands notables, parce qu'on connaît moins la politique locale. Alors, ça reste le cas, on connaît son maire dans les villes moyennes, les petites villes, mais dès qu'on arrive à souvent un niveau de ville important, surtout dans les grandes métropoles, l'identification du pouvoir local n'est pas forcément très, très nette. On va avancer un peu dans le débat. Sébastien Leroy, quelles sont les villes qui pourraient basculer dans la région Nord-Pas-de-Calais ? Des villes à fort enjeu, il y en a quelques-unes. On a commencé à en citer. Roubaix, évidemment, en est une, qui va être probablement un des points d'attention même national, parce que là, c'est parmi les villes que pourrait gagner la France Insoumise, c'est quasiment... Là encore en haut de la liste. Et une grande ville, 100 000 habitants. Dans leurs objectifs, 100 000 habitants, voilà. Enfin, ce serait un peu l'équivalent d'un Perpignan pour le RN lors de la dernière élection, quoi. Donc il y a Roubaix. Après, il y a d'autres villes à surveiller dans le bassin minier côté RN, là, cette fois. Le RN qui fait de Lens, par exemple, un objectif prioritaire, qui fait de Calais un objectif prioritaire. Et là, ça rejoint la problématique que soulevait Rémi Lefebvre, c'est que là, ce sont des députés qui se sont notabilisés, qui ne sont plus des parachutés. Ils l'étaient il y a 6 ou 7 ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ce sont les députés RN du secteur qui se présentent pour se notabiliser, justement, et avoir un secteur de repli, un fief, comme on disait autrefois. Et donc ces villes-là, elles seront à enjeu. Et puis il y a toutes les villes où il y a des successions qui sont ouvertes. Lille, Villeneuve-d'Ascq, on en a parlé. Mont-Saint-Barreul, effectivement. Cambrai. Parce qu'il faut quand même un peu sortir de la métropole avec Cambrai. Exactement, Cambrai. Et bien d'autres, même parfois des plus petites communes, Saint-Venant dans le Béthunois, où le maire André Flageolet est parti également. Et la bataille risque d'être serrée à Lille, Et à Lille, oui, c'est assez ouvert, parce qu'effectivement, les écologistes étaient passés tout près de la victoire en 2020, et là, avec la démission de Martine Aubry, c'est un peu l'inconnu. Alors, on en parle moins et pourtant, elle concentre un peu tous les pouvoirs, les intercommunalités aujourd'hui, qui ne sont pas élus directement. En tout cas, leur président n'est pas élu directement. Alors, quels sont les enjeux dans la région ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des grandes intercommunalités qui vont basculer, Pierre Mathieu ? Globalement, les intercommunalités, elles sont assez stables parce qu'elles sont dirigées par des coalitions. Si on prend l'actuelle, même la MEL, malgré la démission, l'inéligibilité du président, c'est quand même le nouveau président
été élu par quasiment 99% des membres. Donc c'est une manière de faire de la politique qui d'ailleurs peut susciter de l'interrogation de la part des citoyens, parce qu'en fait on vote au niveau local, on vote pour des listes, et puis après au niveau de la métropole ou de l'intercommunalité, ça se passe de manière différente. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements. Il y a quand même une incertitude sur le bassin minier, parce que évidemment le bassin minier jusqu'à présent, quand le RN a 2 communes, mais bon, ils sont des nains dans les intercos, mais les intercos continuent à être gérés même si ça bascule pas, parfois ça peut quand même créer des tensions et des difficultés de gestion. Si Lens basculait, mais que c'était la seule ville qui basculait dans l'intercommunalité, le RN aurait des élus, mais ne dirigerait pas l'intercommunalité. Or, il y a de plus en plus de compétences municipales qui ont été transférées aux intercommunalités, et en réalité, de plus en plus souvent, quand même, sur des politiques publiques non négligeables, c'est l'intercommunalité qui gère. Voilà. Donc je pense plutôt stabilité avec une petite inconnue sur le bassin minier avec le RN. Voilà. Alors on va s'intéresser plus particulièrement à la MEL. À présent, je vous propose d'écouter 2 membres de la métropole européenne de Lille invités sur ce plateau il y a 2 mois, et voilà ce qu'ils pensaient de la MEL. Écoutez. Il y a un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut plus faire soi-même. Tout le monde le reconnaît. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les maires de petites communes qui me disent mais Bernard, nous, en été, c'est nous qui allons tondre les pelouses. En hiver, c'est nous qui allons mettre les illuminations avec mes collègues élus. On n'a pas de personnel. On n'en trouve d'ailleurs pas véritablement. Ça, c'est le miracle de la France. Mais à travers ce miracle de la France qui fait vivre une poussière communale magnifique, il faut effectivement des structures fortes et bien organisées. Les compétences de la MEL, transport, oserais-je dire métro, déchets, logement, les compétences qui touchent le plus le quotidien de la vie des habitants de la métropole. Or, quand on est maire, de plus en plus, on reçoit des habitants et on leur dit « c'est pas nous, c'est la MEL ». La MEL échappe totalement au contrôle démocratique des habitants, des citoyens. Il y a un vrai problème de désignation des conseillers communautaires et de gouvernance. Vous êtes pour revoir le mode de scrutin ? Pour revoir à la fois le mode de désignation des conseillers communautaires et de revoir aussi la gouvernance, parce que la gouvernance est très particulière à la MEL, du fait qu'il y a 95 communes. Les intercommunalités ne doivent pas être des guichets. Je vais me mettre tous mes collègues à dos en disant ça, mais ne doivent pas être des guichets pour les communes. Elles doivent porter les grandes stratégies métropolitaines. Et là, franchement, on a de grands progrès à faire ici. Alors Rémi Lefebvre, est-ce un guichet, la MEL, aujourd'hui ? Eh oui, je suis tout à fait d'accord avec Rudy Algès, c'est un vrai problème. Il y a un problème entre la gouvernance de la MEL qui est tout à fait problématique. Le fait aujourd'hui que la MEL soit dirigée par un maire d'une si petite commune, le fait que les petites communes soient surreprésentées aujourd'hui dans la gouvernance de la MEL, ça a des effets en termes de portage politique. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, à la MEL, notamment par rapport à d'autres métropoles, il n'y a pas de grande politique structurante. Les politiques de transport, c'est catastrophique. Et donc, en fait, on a des logiques de clientélisme municipaliste. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les maires des petites communes, ils vont à la MEL pour défendre uniquement leur commune. Or, la MEL n'est pas fait que pour ça. La MEL, c'est pas simplement un guichet ou pour défendre des intérêts municipaux. C'est une métropole, c'est la 3e métropole de France, la MEL. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, il y a des problématiques environnementales, il y a des problématiques de développement économique, de logement, d'inégalité. Et en fait, aujourd'hui, le système de la MEL, qui tient aussi au fait qu'il y a beaucoup de communes, beaucoup de petites communes, ça crée en fait une situation où il n'y a pas de portage politique. Il faut changer. Et il faut changer. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est pas la MEL qui décide et que ce changement, il doit être national. Et aujourd'hui, ça, je suis très très inquiet. Personne ne s'intéresse à l'intercommunalité. Il faut changer le mode de scrutin, alors, pour intéresser les gens. Je suis moins sévère. On va dire que c'est une tension entre... Enfin, c'est une MEL qui va de 200 habitants à 220 000, si on prend les communes en gros. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à gérer à la fois les attentes de petits maires, de petites communes, et puis les attentes, en effet, d'infrastructures plus générales. Et c'est extrêmement compliqué. On n'y est jamais arrivé, dans les années 90. Directe ou pas pour les... Alors, dans les années 90, il y avait eu des tentatives. Il y avait quand même, avec au Sénat. Pierre Mauroy et Martine Aubry, un peu plus d'impulsion politique. Oui, c'était plus politique, mais en réalité, oui, bien sûr, il y avait plus d'impulsion politique. Pour intéresser les électeurs, est-ce qu'il faudrait que le président de la MEL soit élu en même temps que le maire ? Sans doute qu'il faudrait qu'il y ait des listes métropolitaines avec un tête de liste. Les maires, ils sont totalement opposés. Vous imaginez, là, c'est la révolution. Les maires, on leur retirerait la dernière légitimité qui leur reste, c'est une légitimité démocratique. Donc c'est les maires qui s'opposent à ça. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Concrètement, au niveau de la MEL, vous pensez que Damien Castellan est donc empêché par la justice. Est-ce que vous pensez que malgré tout, sa politique va continuer, ou est-ce que vous imaginez un Gérald Darmanin prendre le relais ? Comment vous voyez les choses ? Alors là, c'est bien difficile de dire, parce qu'on voit tous après les municipales. Donc en fait, effectivement, on va voir l'équilibre politique, on ne sait pas trop comment il sera après mars. Alors personne ne veut trop faire campagne sur la MEL. On sait aujourd'hui que Gérald Darmanin, il est intéressé par la fonction. Il l'a fait savoir après
Uniquement s'il peut gagner. Ouais, c'est ça. Mais il n'ira que s'il peut gagner. Il ne se présentera pas s'il risque de perdre. Et quel est son intérêt aujourd'hui à Gérald Darmanin De quitter le pays, de se replier entre guillemets un an avant la présidentielle, de se relégitimer localement en reprenant un mandat local, en réaccréditant l'idée qu'il est un élu de terrain. Quitter le gouvernement un an avant, c'est peut-être pas bien. Non, c'est surtout aussi que être président de l'AMEL, c'est un budget 5 fois plus important que la ville de Lille. C'est considérable. Ça prouve bien que 4e métropole de France. Voilà, c'est énorme. Et puis ça lui permet aussi de garder la main aussi sur le territoire local. En tant que journaliste de terrain, est-ce que les électeurs vous parlent des intercommunalités ou vous voyez que c'est quelque chose qui dépasse alors en ce moment c'est assez modeste, mais quand même on sent parfois, alors c'est pas généralisé, mais chez certains électeurs, disons ceux qui suivent le plus les actualités municipales, on a des questionnements effectivement sur l'AMEL et qui parfois sont des questionnements juste sur les compétences, parce que c'est pas toujours simple, hein, parce qu'en plus selon le niveau d'intercommunalité, vous n'avez pas toujours les mêmes compétences. Une métropole n'a pas les mêmes compétences qu'une communauté d'agglomération ou une communauté de communes, donc ça ne simplifie pas le jeu. En fait, l'interco, c'est un peu comme l'Europe, vous voyez, par rapport à la France. Donc l'interco, c'est l'équivalent de l'Europe pour les communes, c'est qu'on n'en parle pas trop, mais on est très content d'avoir le tramway qui arrive, etc. Et puis quand il y a un problème, la grève des éboueurs, c'est la faute de l'AMEL. On est vraiment dans la même problématique. L'émission va toucher à sa fin, mais je voudrais savoir comment vous la sentez, cette campagne. On voit qu'il y a quand même beaucoup de maires sortants qui finalement préfèrent faire campagne en toute discrétion pour ne pas trop donner d'espace finalement à leurs opposants. Comment vous Moi, je suis frappé de voir que ça décolle pas cette campagne. Bon, c'est normal. Je trouve que les campagnes sont de plus en plus tardives. J'ai l'impression que les candidats n'ont pas aussi beaucoup de ressources pour faire campagne localement parce qu'il n'y a plus de militants. Ça n'intéresse pas forcément grand monde. On est dans un contexte aussi totalement délirant, enfin, nationalement, internationalement. Et donc, les élections municipales, moi, je suis frappé de voir à quel point ça reste une élection importante, mais beaucoup moins importante que par le passé. Et voilà, donc je suis pas sûr que la campagne va vraiment... Elle va décoller, mais elle risque de décoller au dernier moment. Je partage assez, moi. Je pense que ça va se jouer vraiment dans les 15 derniers jours. On va avoir une campagne éclair qui va se dérouler là à l'issue des vacances de février. Pierre-Mathieu, le mot de la fin. C'est juste qu'effectivement, c'est un indicateur quand même assez... inquiétant d'une forme de dépolitisation, de dépolitique, de désamour pour la politique qui fait que même les candidats eux-mêmes ne viennent plus à la télé, ne donnent plus d'interviews, ne font pas campagne. C'est quand même la négation même de la politique que de ne pas faire campagne. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. La politique continue avec Francis Letellier. Je vous souhaite un très beau dimanche.